Aujourd'hui, il y a 3 types de campagnes différents. Il y a ce qu'on appelle le sponsored product. Ensuite, il y a le sponsored brand et aussi le display. Nous, ce qu'on fait principalement, c'est le sponsor product. C'est ce qu'on voit quand on tape une recherche. Donc, c'est basé sur des keywords. Et ça, c'est le plus important. Enfin, quand on lance un produit, c'est 100% du budget. Et après, par la suite, en phase de run, c'est plutôt 70-80%. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de monter après organiquement sur ces mêmes mots-clés. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandre Escara, qui est le fondateur de BrandLab. C'est un épisode de la série spéciale Amazon, comment appréhender la plateforme pour vendre mieux et plus. C'est des épisodes que j'enregistre avec Julia. Salut Julia, ça va ? Salut Laurent, ça va, merci. Julia, qui est directrice e-commerce chez Cosa Vostra et que vous avez entendu récemment dans le premier épisode de cette série spéciale. Alexandre, tu es le fondateur de BrandLab, entre autres. Enfin, pour aller un peu plus dans le détail, tu es le fondateur d'une société dans laquelle il y a plusieurs activités, dont BrandLab, mais il y a aussi une activité de packaging qui s'appelle The Gift Lab. The Gift Lab. The Gift Comme Lab. un cadeau. Comme un cadeau. Je vais dresser un portrait rapide pour que vous compreniez pourquoi on enregistre avec toi aujourd'hui. Tu te retrouves, pour une raison que tu nous expliqueras, avec un stock de masques FFP2 en début 2020 qu'il faut vendre, alors que le Covid éclate. L'année précédente, en 2019, tu faisais 1,7 million de chiffre d'affaires. En 2020, tu fais 9 millions avec un mix sur le packaging un petit peu, pas loin de 2 millions, et le reste sur les masques que tu vends en B2B et B2C. Grosse accélération e-commerce via Amazon sur les masques. Et en 2021, tu fais près de 10 millions, plus de 10 millions d'ailleurs, 10 500 000, intégralement en B2C. B2C et du packaging aussi. Et un peu de packaging sur Amazon. Et donc, c'est ce qu'on va creuser avec toi aujourd'hui dans cet épisode, c'est les leviers que tu as utilisés, les gamelles que tu as prises peut-être, et surtout les raccourcis que tu as découverts pour cette accélération forte. Pour continuer de dresser le tableau, tu as rapidement senti que les masques s'essoufflaient. Ça s'essoufflait évidemment, c'est normal. Le Covid en 2021 ralentit. Et du coup, pour pas mettre tous tes œufs dans le même panier, tu lances des marques. Une première en fin 2021 qui s'appelle Home Pro Tech, produit pour la maison. Une deuxième fin 2022, donc assez récemment, qui s'appelle First POW, P-O-W, comme la pâte. P-A-W. J'ai dit quoi ? P-O, pardon, P-A-W, autant pour moi. First POW, P-A-W, qui sont des produits pour chiens et chats. Avec aujourd'hui donc un beau mix sur tes 3 produits. Tu as eu ce développement très rapide sur Amazon. En 2022, tu as fait 8 millions. En 2023, tu vas refaire entre 8 et 9 millions. Beaucoup moins de masques, évidemment, mais c'est les marques qui prennent le relais. Aujourd'hui, tu vas diversifier tes canaux. Tu t'es lancé sur Shopify, tu vas lancer le retail. Mais ce qui nous intéresse, c'est ta croissance et ton accélération sur Amazon. Julia, je te laisse la parole pour commencer et comprendre un peu la genèse et ton lancement sur Amazon. Merci Laurent. Oui, donc Alexandre, pourquoi Amazon déjà ? Pourquoi Amazon ? Parce qu'on on a vendu des masques sur Amazon, donc on avait du staff qui était spécialisé là-dedans. Le savoir-faire et gérer la plateforme, d'accord ? C'est ça, tout à fait. Ok. Aussi, c'est l'une des seules plateformes où on peut quand même monter en puissance, scaler, comme vous dites, à l'international, assez, je dirais pas facilement, mais au moins c'est faisable. Ouais, alors on abordera ce sujet, mais l'international, c'est donc tu vends 10% en France, le reste à l'international, principalement en Europe.
Allemagne, UK, Italie, Espagne. Tu as rencontré des problèmes, d'ailleurs, tu nous en parleras sur la TVA. Et là, tu es sur le point de te lancer aux États-Unis et en Australie. Oui. Et en te fixant une règle, on y viendra aussi quand on parlera de l'international, mais c'est sur le nombre de SKU, bref, que tu as, et le nombre d'avis que tu as, le nombre de rêves que tu as, et le nombre d'avis que tu veux avoir avant de te lancer. Je te laisse reprendre le fil, Julia. Et du coup, au début, vous avez lancé donc que Amazon sur les nouvelles marques? Au début, uniquement Amazon. Oui. Okay. Aujourd'hui, on ne vend que sur Amazon, mais on est en train de diversifier les canaux. D'accord. Et sur du coup la construction des marques, vous êtes parti de tiens, on a une affinité avec ces produits, j'ai des gens qui les connaissent, j'y vais, ou vous êtes parti d'Amazon et de recherche Amazon pour définir une offre? En fait, on est totalement data-driven, donc en fait, tout se base sur une analyse de tendance. Donc, on analyse les catégories, on analyse les top-sellers dans ces différentes catégories. Donc, on va analyser les avis, le volume des ventes, le nombre de mois d'activité, la structuration du marché. Est-ce qu'il y a un seul acteur qui a tout le marché? Est-ce que c'est très fragmenté? En fait, en fonction de tout ça, on va décider si le marché est pénétrable ou pas et continuer le sourcing. D'accord. Et si on prend l'exemple de First Paw, donc First Paw, c'est quoi comme type de produit, par exemple? On fait des accessoires pour les animaux. Donc, ça va de la laisse au harnais, en passant par le shampoing. Il y a même un siège pour chien pour la voiture. Il marche très bien, d'ailleurs. Vous pouvez aller sur TikTok, vous cherchez firstpaw.eu, donc le nom de ta marque, et vous verrez une démo. C'est une espèce de bac dépliable en tissu qu'on fixe à un siège pour mettre son animal de compagnie dedans. C'est ça. Bon, je dirais pas qu'Alexandre a recommandé à Laurent de l'utiliser pour ses enfants, mais on passera ça sous silence. Donc, du coup, sur ces catégories de produits, vous avez regardé quoi? Tout le marché sur toutes les catégories, ou il y avait déjà des indicateurs qui vous disaient, tiens, sur les accessoires pour chiens et chats, il y a peut-être quelque chose? Comment vous avez fait? On analyse d'abord les catégories et puis on voit que ce sont des catégories qui montent. Enfin, on voit les tendances en fait sur les différents marchés. On voit le UK, on regarde l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne surtout. Et ça, c'est de la data qui est librement accessible à un vendeur, que tout le monde peut voir. Comment est-ce que tu... Oui, oui. On se sert de Helium, par exemple, Helium 10. Helium 10, H-E-L-I-U-M 10, comme le chiffre, qui est un bel outil d'analyse de mots-clés, de vente, de positionnement sur... Ça. Et donc... Il y a un petit add-on Chrome qu'on peut brancher sur Chrome pour avoir justement des données. Ok. Et donc, par exemple, avec Helium 10, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Qu'est-ce qui vous a fait vous dire, tiens, il y a une opportunité? C'est de se dire qu'il y a des recherches conso, des requêtes sur ce type d'unité de besoin. C'est se dire qu'il y a déjà plein de marques lancées, mais comment savoir si le marché n'est pas bouché? Comment vous avez pris votre décision, du coup? Alors déjà, on a embauché un data analyst. Okay. Et cette personne-là se sert de plusieurs outils, dont Helium, pour décider donc s'il y a une demande ou pas. Okay. Mais c'est en fonction beaucoup du volume de recherche sur les mots-clés, bien sûr. D'accord. Donc, plus il y a de recherche sur un mot-clé, plus il y a de potentiel d'opportunité. Oui, par exemple. Ok. Donc ça, c'est sur le volume de recherche, j'imagine. Tu analyses aussi la concurrence. Bien sur sûr. un mot-clé, il va y avoir des ventes. Oui, bien sûr. Et là, du coup, tu regardes quoi? Ouais. On va regarder, par exemple, le nombre d'avis, surtout, le nombre de mois d'activité. On va regarder combien de concurrents il y a aussi, depuis quand ils sont lancés. D'accord. Et du coup, comment tu te dis, il y a plein de concurrents, donc il y a un marché où il y a trop de monde et j'y vais pas? Je prends un exemple. S'il y a un produit sur lequel les top-sellers ont 10 000 reviews et ils sont là depuis 5 ans, c'est impénétrable. Oui. Enfin, c'est plus compliqué, en tout cas. Mm-hmm. S'il y a un produit sur lequel on voit qu'il y a énormément de ventes et il y a très peu de reviews et le seller est là depuis pas longtemps, c'est qu'une opportunité. D'accord, ok. Et pour regarder les avis clients, est-ce que tu utilises des outils ou vous passez les fiches produits une à une? Comment vous avez fait pour regarder les avis et se dire, tiens, il y a une marque qui existe, qui est bien installée, pour autant j'ai identifié ce problème grâce aux avis clients? Comment vous avez fait? Ça, c'est le data analyst qui gère ça. Je ne sais pas comment il pilote les données après. D'accord, ok. Dans un Excel, je pense. Ok. Mais ce que tu m'as dit à l'instant, c'est si tu vois un top seller avec 10 000 reviews, par exemple, tu te dis que c'est bouché. Ouais. C'est plus compliqué, oui. Sur cette verticale produit. Oui. T'as des exemples de produits où tu t'es dit, il y a de l'intérêt, je sens qu'il y a quelque chose, mais il y a déjà un vendeur qui occupe l'espace? Il y a des produits pour cuisine, par exemple, des ustensiles de cuisine, par exemple, qui sont intouchables. Que tu pourrais lancer sous la marque Home Protect, c'est ça? Oui, mais qu'on lance pas. Et que tu lances pas parce que c'est bouché. Okay. Intéressant. Il y a beaucoup de produits comme ça. Et est-ce que tu regardes, même s'il y a un seller qui vend bien, peut-être que vous pourriez faire un meilleur boulot à travers des listings bien rédigés, avec du contenu. Du coup, vous allez jusqu'à l'analyse des sellers en place? Bien sûr.
Pour moi, le contenu vient après. Déjà, il faut analyser le marché et essayer de se positionner là où il n'y a pas des concurrents qui sont trop imposants. Ok. Et donc, tu trouves une niche, ou en tout cas un trou. Il y a de la demande, il y a de la recherche, il y a des produits, mais ils ne sont pas satisfaisants, ou en tout cas, tu te dis que tu peux faire mieux, ou pas assez de reviews. Oui. C'est là que tu décides d'y aller. D'y aller peut-être. Donc après, on source. Après, on va sourcer le produit. On va faire des prototypes. On va avancer. On va surtout, l'usine va nous faire une cotation. Et c'est là, souvent, que le prix ne passe pas. Donc il faut qu'on puisse se positionner. Donc ton analyse pricing, elle est hyper importante aussi dans cette grille de c'est un second filtre. Oui. Ok. Et souvent, ça bloque à ce niveau-là aussi. C'est intéressant parce que j'ai fait un épisode avec un Mathieu Seccarelli, super intéressant, qui, en gros, c'était comment s'affranchir des GAFA dans ton acquisition. Et il disait que lui, idéalement, il peut conseiller parfois de penser la création du produit en intégrant les qualités de partage sur les réseaux sociaux. Toi, vraiment, tu vas créer ton produit en intégrant des données que tu as sorties d'Amazon pour être sûr qu'ils se vendent bien, c'est ça ? Ouais, exactement. Ok. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est le premier site e-commerce en France, donc de récolter la donnée, c'est quand même des choses qu'on ne peut pas faire avec les autres retailers plus tradis, ou en tout cas qui coûtent beaucoup d'argent, alors que là, avec des outils comme Helium 10, tu as accès à la demande conso, ce qui vaut de l'or pour une marque. Et quel autre outil tu as utilisé pour regarder la demande conso et le marché ? Uniquement Helium aujourd'hui. Ok, d'accord. Et donc, une fois que vous sourcez le produit, que vous trouvez un pricing qui vous convient, qu'est-ce que vous faites ? Si le pricing convient, on va lancer un prototype et ensuite on va lancer la production. Ok. Et on va lancer 5-10 000 pièces pour commencer, pour voir comment ça fonctionne. Ok. Et donc sur Amazon, vous lancez ? Il dit ça comme si c'était super simple, 5-10 000 pièces. C'est quand même pas rien. Enfin, c'est un sacré investissement. Oui, mais sinon le prix est trop cher. Donc si j'arrive dans une usine, je dis bonjour, je veux 100 pièces, le prix sera exorbitant et le pricing passera pas. Ok. Donc il faut... Et du coup, vous vous lancez donc avec The Gift Lab sur Amazon ? Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, on a des marques qui sont sur notre branche e-commerce. D'accord. C'est une autre branche de la boîte. Chaque marque, donc vous créez un compte pour chaque marque ou pour la première marque ? Non, on a un seul seller central, on a un seul compte, et dans le compte, on a plusieurs marques qui sont enregistrées dans le brand registry. Oui. Ok, super. Pourquoi seller central ? Pourquoi seller central et pas vendor ? Aujourd'hui, on ne connaît que ça. Donc aujourd'hui, on vend en B2C sur la plateforme. D'autres me conseillent aussi d'être vendor. Donc en fait, vendor, c'est de vendre en B2B. Donc on va vendre à Amazon qui, eux, vont vendre à notre place. Donc ils vont contrôler le prix, par exemple. Oui. Mais contrôler le risque aussi. Enfin, le risque n'est pas énorme parce qu'ils passent des commandes toutes les semaines. Donc, oui, ils vont pas faire des énormes stocks. D'accord. Il faut quand même stocker à notre entrepôt pour qu'on puisse les livrer régulièrement. Mais il y a un certain un certain partage du risque quand même quand tu es en vendor. Oui, bien sûr. Ok. Partage du risque. Ouais. Et donc, en tout cas, vous choisissez seller pour avoir la main mise sur le prix. Oui. Et en termes logistiques, qu'est-ce que vous choisissez ? Est-ce que vous passez par les entrepôts Amazon ? Est-ce que vous avez un stock ? Déjà, en fait, est-ce que vous avez un stock de produits finis en France ? Alors, on doit toujours avoir un stock. En fait, on va lancer une production, on va stocker dans notre entrepôt, notre entrepôt partenaire. Qui est où ? Qui est en Belgique. D'accord. Et ensuite, on va livrer Amazon toutes les semaines, tous les jours même, en fonction des produits. D'accord. Et on fonctionne en FBA. Donc, on va livrer les entrepôts Amazon et ensuite, Amazon va éparpiller les produits dans toute l'Union européenne. Et on va aussi livrer les entrepôts UK et ça s'éparpillera dans tout le UK. Ok, on en parlera de l'international après. FBA, Fulfillment by Amazon, FBM, Fulfillment by Merchant, c'est soit Amazon qui envoie, soit le marchand qui envoie. FBM, c'est le marchand qui envoie, FBA, c'est Amazon. Oui. Je voulais aussi rajouter que moi, je recommande FBM pour les produits très volumineux. Donc, si demain, on vend des canapés, on va plutôt vendre en FBM. Pourquoi ? Parce que le prix, les fulfillments sont trop chers pour stocker des produits aussi volumineux. Les frais d'Amazon... Ouais, ils seraient trop élevés pour des produits volumineux. Par contre, pour des petits produits, il n'y a aucun intérêt à faire du FBM. Il faut faire du FBA pour les petits produits. D'accord, ok. Et le là, prix sera moins cher. Ok, là, tu nous parles des FBA fees qui dépendent du coup de la taille, et du poids du produit, c'est ça. D'accord. Et du coup, passer en direct te permet de ne pas payer ces fees à Amazon. Oui, mais on va payer à beaucoup plus cher. Voilà. Ouais. Moi, je paye, là, avec Shopify, on paye presque 40% plus cher le fulfillment en fulfillant nous-mêmes. Donc, il n'y a pas d'intérêt à vendre... puisqu'on vend sur Amazon, autant vendre en FBA sur
enfin sur des petits produits. Oui, d'accord. Surtout que ça donne en plus l'avantage d'avoir la possibilité de passer en prime sur certains produits. C'est ça. Ça, vous l'avez activé dès le début ? Bien sûr. Et Ouais. on a le service client aussi, parce que sinon, on gère nous-mêmes le service client. Donc, Ouais. les clients vont nous demander où est le colis, ainsi de suite. Enfin, c'est un enfer à gérer. Ok. Et la différence de prix vaut ses avantages. Mais c'est beaucoup moins cher en plus, le Et en RBR. plus, c'est moins cher. C'est beaucoup Ok. moins cher et ça nous permet de vendre aussi dans toute l'Europe. D'accord, parce que tu dis que donc tes frais FBA en passant par les entrepôts sont beaucoup moins chers que si toi t'expédiais tes produits légers au consommateur final. Ils sont beaucoup moins chers pour la France et si je vends en Allemagne, alors là, c'est encore beaucoup, beaucoup moins cher. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Je remonte d'un cran quand même, parce que tu n'as pas tout de suite eu des marques sur Seller Central. Au début, tu n'avais pas déposé de marque, c'est ça, C'est ça. Et du coup, tu as rencontré des problèmes, dont le hijacking de Dont la l'hijacking, buy box. Quoi. Oui. Tu peux nous expliquer ce que c'est ? Ce sont des concurrents. Alors, je ne sais pas si ça se fait, si ça fonctionne encore, mais en tout cas, fin 2020, des concurrents venaient prendre notre page et vendre à notre place. Donc, ils avaient ce qu'on appelle la buy box. Ils avaient le bouton acheter et donc ils livraient leurs produits. Donc, ils livraient en FBM. Ils livraient eux-mêmes nos clients, enfin, les clients qui viennent sur notre page. Et ensuite, les clients mettaient des commentaires en disant qu'ils n'étaient pas contents parce que c'était mauvais produit. Et comment Et donc, ça, on a pu le verrouiller justement en déposant notre marque auprès de l'EIPO. D'accord. Équivalent de l'INPI européenne. Et, D'accord. ça marche aussi avec l'INPI. Parce qu'au début, vous n'aviez pas déposé votre marque ? Au tout début, non. D'accord. Pour les masques, non. D'accord. Donc, passer justement par le brand registry vous a permis de la protéger et de plus vous faire hijacker. Bien sûr. D'accord. Ok. Toujours déposer une marque au début, même à l'INPI, et puis ensuite l'enregistrer. D'accord. Et au brand registry d'Amazon, C'est ça. pour qu'elle vous appartienne. Donc juste, si je résume pour être sûr de bien comprendre, mais tu déposes un produit, la marque ne t'appartient pas, quelqu'un d'autre vend un produit équivalent, comme ses conditions sont meilleures, il remonte dans la buy box, et quand on est sur ta fiche produit, c'est son produit qu'on achète et lui Exactement, qui envoie. parce qu'il baissait le prix, comme si demain je vendais, je sais pas moi, du scotch par exemple, et que plusieurs sellers partageaient la même page. Ouais, sur le même produit, mais comme ils ont de meilleures conditions, c'est eux qui remontent dans la buy box. Exactement. Parce qu'ils remplissent les conditions de l'algorithme. C'est ça. Et du coup, ton produit est vendu finalement par quelqu'un d'autre qui assure un service client qui est potentiellement moins mauvais. Et du coup, tout cela détériore ta marque ou ton image qui à ce moment-là n'est pas encore Et déposée. surtout on perd des ventes. Et tu perds des ventes. Et te détériore auprès d'Amazon et affecte ton Exactement. ranking aussi parce C'est ça. qu'Amazon voit des avis négatifs C'est ça. et c'est le cercle. C'est ça. Donc, vicieux. conseil évident, allez déposer la marque à l'INPI ou à l'équivalent européen et surtout au Brand Registry d'Amazon. C'est ça. Et bon, Amazon a quand même fait un peu le ménage depuis là-dedans. C'est arrivé beaucoup fin 2020, après, c'est Non, en quand vrai, même assez même, rare. même moi, ça m'est arrivé. Hein. Ah oui. Ouais, 2020, je commande des masques en masse sur Amazon. Il y en a la moitié qui est jamais arrivé. J'ai déposé des demandes de remboursement. Enfin bref, c'était un peu le Far West à cette époque-là. Oui. Tu m'étonnes. Et du coup, vous vous lancez en seller central pour maîtriser le prix, en FBA pour des produits légers, c'est ce qui convient mieux. Comme on vend des produits légers, on est uniquement en FBA aujourd'hui. Ouais. Donc vous lancez combien de produits au début ? Les masques, on a lancé une dizaine de références. D'accord. Mais qu'est-ce que vous faites pour optimiser au début votre marque sur Amazon ? Alors au début, en fait, on est rentré dans un programme qui s'appelle Amazon Accelerator, donc on payait un forfait de 7%. Je ne sais pas s'ils le font toujours, mais ça c'était en 2021, de mars jusqu'à début 2022. Ok. Donc on payait ce forfait et on avait une publicité énorme. Donc en fait, on faisait pas de ads, pas de PPC. D'accord, mais vous aviez bien rédigé des listings, des contenus ? Oui, bien sûr. Oui. Et ça, vous l'avez fait vous-même ? On l'a fait nous-mêmes, donc on a fait les photos, on a fait les vidéos, on a fait ce qu'on appelle le A+ content, donc c'est le contenu qui est à l'intérieur des pages, les grandes images que vous voyez quand vous déroulez dans les pages Amazon. Oui. Et bien sûr, on faisait tout le contenu nous-mêmes. Oui. D'accord. A+. A+ content, ouais. A+. A+. A+ content, ok. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil là-dessus sur les listings, que ce soit sur les photos, le contenu A+, les bullet points, le brand store, qu'est-ce que tu conseillerais au début pour avoir des contenus qui répondent aux caractéristiques exigées par Amazon en fait pour performer ? Faire appel à une agence ou internaliser, mais il faut le faire très très bien. Parce que inutile d'investir après derrière dans du PPC si la base n'est pas bonne, si
si le contenu est pas bon. Donc, nous, on a eu ce problème au début. On est passé par des freelances pour faire ce contenu. On avait un freelance Ampelog qui travaillait très bien, mais le contenu était pas à la hauteur. Oui. Et ça s'est ressenti après quand on a pratiquement internalisé le contenu. On a eu des photos de bien meilleure qualité, donc un meilleur store, un meilleur A+ content, des plus belles photos, des vidéos. Et ça a amélioré justement le taux de conversion. Ok, d'accord. Du coup, se faire accompagner, avoir des photos canon. Absolument, ça c'est la base. Donner le plus de détails ou donner les détails que recherchent les consos dans les volumes de recherche, vu que vous regardez ça de près. Les deux, il y a les keywords, donc il y a une recherche de keywords à faire justement. Oui. Donc on fait la recherche de keywords et après on place, on met ça dans ce qu'on appelle les bullet points. Ok. Combien de bullet points? Après, c'est pas moi qui fais les listings, mais on a un pas responsable Amazon, mais il y en a 6 ou 7, je dirais, comme ça. Ok. Tu mets une FAQ sur les fiches produits? Alors, on trouve souvent ce conseil en ligne quand on cherche comment optimiser son A+ content. Est-ce qu'il y a une FAQ? Ça, je sais pas. Je pose la question. Il y a des éléments de comparaison? Tu sais, tu peux comparer... On peut comparer, oui. Ouais. Ça, c'est avec le A+ Premium qu'on peut comparer, justement. Et ça, on le fait maintenant. On peut comparer plusieurs produits à nous. Ok. Donc, en fait, on peut mettre toute la gamme. Oui, c'est ça. dans le A+. Et du coup, ton contenu A+, c'est le même d'un autre produit à l'autre. Enfin, au sein d'une gamme. Il y a une partie du A+, qui est similaire. Qui est la même. Bien sûr. D'accord. Ok. Donc, en fait, tu capitalises sur une créa ou une page que tu dupliques sur plusieurs racines, ce qui fait aussi pour une partie synergies. du A+. Ouais. Est-ce qu'on peut regarder ton best-seller? C'est quoi ton best-seller sur FirstPow? C'est le siège dont on parlait, justement. Alors, Est-ce qu'il a un badge ou pas? Il a un badge UK, normalement. Il y a un siège de coffre et il y a un siège de siège. Ouais. Il y en a que 2 d'ailleurs. C'est celui-ci, c'est ça? C'est celui-là. Ok. Là, on l'a lancé au mois de novembre, celui-là. Décembre. Ok. Et alors, comment il marche? Il marche très bien. T'as ton volume de vente? Tu peux nous le partager ou pas? Là comme ça, comme je ça sais de pas. tête, tu l'as pas. Ok. Mais je dirais une trentaine peut-être par pays. Tu là, connais comme ça de tête, mais. Ok. Tu connais le ratio évaluation versus vente, volume de vente? T'as un ordre de grandeur pour un standard, de quelque chose que tu trouves acceptable? Ça dépend des produits. Par exemple, pour les masques, c'était extrêmement faible parce que tout le monde se fiche de mettre un commentaire quand il achète une boîte de masques. Sur ces produits-là, on est plus aux alentours de, je dirais, 3% à peu près. Pardon, je souris pour les commentaires sur les masques. Pas mal, j'ai attrapé un peu le Covid, mais pas trop. La question. Ça dépend vraiment des catégories. Il n'y a pas une règle là. Ok. Et ta production d'assets, tu l'as fait où? Tu l'as fait comment? On l'a fait en Macédoine. Ok. Donc je suis sur ce produit qui est le siège auto de chien de petite à taille moyenne, de petite à moyenne taille. On a des photos qui sont en français. On est d'accord? Et bien sûr. On adapte dans tous les pays. Tu adaptes dans tous les pays. T'as une photo sur fond blanc pour la photo de tête. Oui. C'est un choix, c'est une obligation, Écoute. Non, est-ce que c'est une bonne pratique? Est-ce que tu as un avis sur la question? Normalement, c'est plutôt fond blanc, oui, sur la photo principale. C'est pas le cas pour tous tes produits, c'est pour ça que je posais la question. D'accord. On a effectivement ensuite les bullet points, il y en a 6 ou 7, 4 ou 5. 5, un autre 4, 5. Ok. Et il y a de la concurrence, hein? Bien sûr. Beaucoup de concurrence. Comment tu fais ta politique de prix, ton adaptation? Tu as une évolution à la semaine, au jour, au mois? On fait une réunion toutes les semaines justement pour analyser les prix du marché et puis on se repositionne en fonction des prix. Ok. Vous changez le prix toutes les semaines? Oui. D'accord. Ok. Et ensuite, de tous tes produits, tu as combien de références actuellement sur Amazon? Alors aujourd'hui, FirstPow, il y en a 9. Là, il y en a 8 en ligne et il y en a une 9e qui arrive. Home Protect, enfin, je parle en nombre de produits, pas de SKU. Ouais. Home Protect, on doit être à 4 en ligne, 4-5. On va arriver à 9, pareil, d'ici la fin du mois prochain. Ok. Quand tu dis en nombre de produits, pas de SKU, c'est des déclinaisons taille, exactement, couleur? C'est ça. Un harnais, par exemple, va avoir 3 SKU parce qu'il a 3 tailles. D'accord. Du coup, sur Amazon, une SKU, donc un harnais, mettons que vous ayez un harnais. L, oui. Voilà, LMS. Sur Amazon, tu as une fiche et ensuite tu peux passer d'une taille à l'autre sans repasser dans les recherches. Tout à fait. Donc ça te permet de cumuler tous les avis. Tous les revues sur un même produit Amazon, en fait. Oui, et ça, c'est un choix que vous avez fait. Vous auriez pu aussi lancer 3 listings, 3 tailles différentes pour, je sais pas, avoir dans les résultats de recherche 3 visuels, du coup 3 produits.
Est-ce que c'est une question que vous Oui, êtes mais il faut posée payer ou pas 3 du fois la tout? pub après. Ok, Donc il vaut mieux tout regrouper en un et avoir une page plus puissante avec plus d'avis. d'accord, avec plus d'avis Oui. et du coup être forcément Ouais. poussé. Et plus Ok, de trafic, très Ok. important. Oui. ok, super, super intéressant. La Au fin début, on avait commencé comme ça. On avait commencé en séparant justement les pages. Oui, Et on payait beaucoup trop cher en PPC. d'accord. Même si tu regroupes dans tes campagnes plusieurs assines? Ouais, non, mais il faut faire une variation, absolument. D'accord, ok, intéressant. La fin de la page est très riche aussi sur la description de la marque et la description du produit. Tu as une utilisation assez poussée de toutes les options de mise en page. Il y a du carrousel, il y a du menu, il y a plein de choses. Oui. De la vidéo. Est-ce que tu vois un impact Sur le taux de conversion, sur oui. le taux de conversion? Ah oui, il s'est amélioré depuis qu'on a changé En fait, on a refait le contenu et on a mis le E+ Premium justement. Donc ça Ok. marche mieux. On peut parler de ta boutique aussi? Oui. Quel impact ça a eu de créer ta boutique et qu'est-ce qu'il est important d'y mettre? Aujourd'hui, Donc, on met ta page boutique. le shop, oui, bien sûr. Tous nos produits sont regroupés dans la boutique. Tous les produits d'une certaine marque. Donc évidemment, Home Protect n'a pas la même boutique que First Sport. Et ça permet à nos consommateurs d'aller dans la boutique et de voir les autres produits qu'on fait. Sur la boutique, quelle est la stratégie de pousser d'abord les best-sellers, d'au contraire pousser ceux qui tournent moins pour leur donner plus de visibilité? Comment vous Le shop, on les met tous. hiérarchisez? Non, on les met tous dans le shop. D'accord, mais lesquels tu rends plus visibles sur la homepage ou sur la 3e page du shop? Comment tu gères ton architecture? Tu pousses tout On pousse et tout. puis ouais. voilà. Ok, C'est ça. d'accord. Tu parlais tout à l'heure d'Amazon Accelerator. Oui. Donc je regardais, c'est un programme qui est ouvert à certaines catégories de produits. Oui. Vous, ça vous a permis de vous former? Ça nous a permis de lancer les masques. Voilà, d'avoir du coup un support pour des campagnes sponsorisées. Oui, mais ça, on l'a de toute façon avec un autre programme. Mais on avait un support, en fait, sur les plus gros mots-clés. Quand on tapait les plus gros mots-clés, on avait justement toute une ligne avec nos produits. D'accord. Une banderole, oui. Tu veux dire sur les mots-clés les plus importants, Ouais, vous c'est ça. apparaissiez en homepage avec plusieurs types de produits. Et ça, c'était facilité par le programme d'Amazon? C'est ça, oui. D'accord. Et ensuite, ça n'a pas marché sur les nouveaux produits qu'on lançait. C'est pour ça qu'on l'a stoppé. Ça marchait sur les masques parce que les produits avaient beaucoup de reviews, beaucoup de... D'accord. Et ça, Beaucoup si vous d'achats. n'aviez pas été dans le programme d'Amazon, ça vous aurait coûté plus cher ou ça aurait été plus complexe à mettre en place? Comment est-ce que le programme vous a aidé du coup à être plus visible? C'est une question qu'on se pose justement. C'est compliqué de comparer parce qu'on n'était pas... En fait, on a commencé en PPC, après on est passé dans le programme et on a Oui. beaucoup accéléré d'un coup. Donc, c'est compliqué pour nous de comparer vraiment les deux. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais pu faire mieux et plus vite pour vendre plus rapidement, pour vendre plus vite? Donc, on a parlé tout à l'heure de déposer sa marque. Ça, c'est une des gamelles que vous avez prises. Enfin, c'est Oui. une gamelle, en tout cas, une optimisation que vous avez faite. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je reviens sur le contenu, donc oui, faire un meilleur contenu dès le début. La logistique aussi, à privilégier aussi des cycles courts et pas faire que des cycles longs, parce qu'un cycle long, on va porter son stock, on va devoir prévoir, nous on prévoit 6 mois de stock, Ok. parce que entre la production et la livraison, il faut compter à peu près 3 mois et demi, sauf que les ventes s'accélèrent, donc on prévoit toujours un peu plus, on prévoit 6 mois. Donc aujourd'hui, je pense que pour être plus flexible, il faudrait qu'on ait plus de produits à cycle court, donc produits en France, produits en Europe. Donc, Ok. et on a lancé justement une gamme de compléments alimentaires. On est en train de la lancer, qui va être made in France. Donc ça permettra de pouvoir livrer assez rapidement. D'accord, ok. Et là-dessus, même démarche, analyse du marché, des mots-clés et Pareil, ouais. opportunités. Mm. D'accord. C'est une nouvelle marque? C'est une nouvelle marque, Adaptive Ok. Lab. Ok, d'accord, super. Et est-ce que, je pense à des groupes ou des sociétés qui auraient plusieurs marques sur des unités de besoins hyper différentes, ça vous a aidé de créer tout sous un même compte seller? C'est très important, oui. Pourquoi? Oui. Alors déjà, Amazon nous accompagne sur un compte seller. D'accord, Donc on a un chargé de compte qui gère plusieurs sellers à la fois oui. et qui accompagne notre compte. Donc si j'ouvre un nouveau compte, je me retrouve seul au monde. D'accord. Ok. Donc plus tu es gros auprès d'Amazon Bien et sûr. plus tu Oui, c'est bénéficies pas aussi de leur des- support et de oui. leur attention, quoi. Oui. Ok.
Ok. Et tu as des synergies d'une marque à l'autre en étant sur un même compte seller, en plus du support Amazon? Est-ce que ça vous aide d'une manière ou d'une autre ou pas forcément? Alors, on a sur un numéro de l'expédition? TVA, étant donné qu'il y a tellement de travail à faire de toute façon, par exemple pour la TVA, on a un numéro de TVA allemand, polonais et ainsi de suite. Donc ça permet de l'ouvrir une fois en tout et pas ouvrir. S'il faut ouvrir une société à chaque fois, c'est quand même compliqué. D'accord. Ça fait partie des galères que vous avez rencontrées, ça je veux bien qu'on creuse, l'international et du coup les frictions que tu as rencontrées, du coup les conseils que tu peux donner à nos auditeurs et auditrices. Sur L'international. Oui. Sur l'international, justement, déjà ouvrir des numéros de TVA partout et rentrer dans le PAN EU. Parce que si aujourd'hui l'OSS, qui s'appelle en français le guichet unique, c'est ça? C'est ça. Donc ça permet d'aller livrer, par exemple, des clients allemands et à l'Allemagne de collecter cette TVA. En revanche, on ne peut pas stocker dans le pays si on n'a pas de numéro de TVA allemand. Et va de même pour tous les autres pays. Donc c'est important pour être prime et pouvoir livrer le lendemain les clients dans tous ces pays, d'avoir des numéros de TVA partout. Mais alors, parce que tu es obligé de stocker dans le pays? Oui, pour pouvoir livrer plus vite et pour pouvoir être prime et dans le PAN EU. D'accord. Alors, PAN EU, on va en parler. Je pense que là, c'est du chinois pour des auditeurs. Le PAN européen. PAN européen, PAN EU. D'accord. Et du coup, est-ce que c'était facilité par FBA? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire? Il faut être FBA, oui. Okay. Pour être dans le PAN européen. Oui. Et inversement aussi. Mais du coup, il te faut ouvrir, avoir un numéro de TVA dans les pays dans lesquels tu livres, oui. Pour pouvoir aller stocker tes produits chez Amazon dans le pays en question, pour que Amazon puisse les vendre dans le pays en question. C'est ça. Si tu ne l'es pas, tu peux quand même le faire, mais ils peuvent te sucrer. Non, alors tu peux le faire maintenant qu'il y a l'OSS, tu peux le faire, mais le client va attendre longtemps. Nous, le problème qu'on a vu à l'époque, c'était ça l'énorme galère, et c'est pour ça qu'Amazon nous a coupé, c'est qu'on n'avait pas de numéro de TVA allemand. Et l'OSS n'existait pas. Donc, à l'époque, on ne pouvait pas vendre au-delà d'un certain seuil. Je crois que c'était 100 000 euros de chiffre d'affaires dans le pays. OK. Il y a une page qui détaille bien le sujet sur impôt.gouv.fr. Vous tapez guichet unique IOSS OSS dans votre moteur de recherche préféré. Vous verrez l'information. Mais attention, ça ne suffit pas. Il faut en plus les numéros de TVA partout. Plus. Ouais. Okay. Alors, pardon, question con, mais comment tu fais pour avoir un numéro de TVA en Allemagne? Nous, on passe par Avask, par exemple. Donc, c'est Avask, en fait, qui va ouvrir le numéro de TVA et ensuite qui va le déclarer. Donc, ils sont experts comptables aussi, ou ils ont un partenaire, je ne sais pas. Avask Accounting and Business Consultants, qui doit du coup avoir, j'imagine, c'est ça, Amazon SPN, une brique techno, vous permet de faire le International VAT, c'est la TVA and Compliance. Donc il se plug à Seller Central directement. Ok, pour aller gérer la création, la gestion de ton numéro de TVA à l'international. Exactement. Avask, AVASK group.com. Et vous mettez ça dans Google, vous le trouverez. Ok, donc Avask pour avoir ton numéro de TVA. Pour déclarer tous les mois la TVA aussi, dans tous les différents pays. Dans tous les différents pays. L'inscription guichet unique OSS. Ensuite, tu peux livrer à Amazon dans les pays qui vendent. En FBA, tu peux avoir le badge Prime. Oui. Et voilà, donc pensez bien à le faire assez rapidement. Là, tu vas te lancer aux États-Unis et en Australie. Tout à fait. C'est une autre limonade, expression de vieux. C'est un autre stock. Après, ça marche de la même façon, donc c'est ça qui est intéressant. Donc on peut avoir les mêmes équipes qui gèrent la pub et tout est géré pareil. Qu'est-ce qui te décide de te lancer aux États-Unis et en Australie? C'est le plus gros marché du monde, bien sûr. Ok, sur les produits. Mais c'est très concurrentiel, donc c'est pas évident. Donc c'est pour ça que j'attends d'abord de lancer les produits en Europe. Une fois qu'ils sont lancés en Europe et qu'on a au moins 400-500 reviews. Mais tu vas lancer quel produit aux États-Unis? Là, on lance nos barres de câbles et nos lampes. Ok. Donc la production est lancée. En fait, quand on reproduit pour l'Europe, dans l'usine, on va faire une production US aussi, qu'on va adapter au marché US. Ok, tu l'adaptes comment? Par exemple, les barres de câbles, ils voulaient pas on a vu que le marché ne fonctionne. Enfin, ils voulaient pas des vis, ils voulaient des serre-câbles. Exactement. Donc maintenant, on fait des serre-câbles pour les lots US. Ok, et du scotch. C'est ça. 3M. Ça doit être ça. Ouais, pour éviter de mettre des vis. Donc on adapte le produit et ensuite on livre aussi des lots aux US, séparément. Ok, compris. Aux US en FBA aussi, du coup? FBA, oui. Ok. Et toute la partie rédaction, etc., même méthode, vous partez des recherches clients, en anglais, bien sûr?
C'est ça. On fait une recherche complémentaire. En fait, on a déjà lancé les produits en Europe, mais on fait une recherche complémentaire pour les US. Ok. On adapte le produit ou pas, et ensuite on lance le produit une fois qu'il marche bien. Ok. Est-ce que vous avez vu des différences alors de type de produit, tu viens de le dire, mais de comportement sur Amazon, où vous savez à quoi un peu vous attendre, de comportements différents aux US de la France en termes de comportement conso? C'est trop tôt pour le dire. En fait, on n'a pas encore lancé les US. Donc, aujourd'hui, on a la société, on a trouvé un 3PL, enfin un entrepôt sur place, pour réceptionner les conteneurs et livrer Amazon. D'accord. Et on n'a pas encore, vendu aux US. D'accord, ok. Et donc, c'est de cet entrepôt que vous allez livrer les fulfillment centers d'Amazon. C'est ça. Ok. Et cet entrepôt a l'habitude de travailler avec Amazon. Vous prenez quelqu'un qui a l'habitude d'expédier des commandes. Oui, on prend un partenaire Amazon. Oui, d'accord. D'accord, ok. Et qui, lui, et vous l'avez choisi comment? Plutôt central aux US? Ça, j'ai une excellente équipe logistique qui en a comparé plusieurs. Donc, d'accord. Ça, je peux pas vous dire. Ok. Tes vidéos sont très quali. Hein. J'étais fasciné par la vidéo du passage de câble Home Protect passe câble bureau. L'un de tes best-sellers, j'imagine. Donc là, on est dans la boutique Home Protect. HOMEPROTEK. Et je vois que tu es le choix d'Amazon. Sur un motelé. Alors, c'est pas le plus gros motelé. Le but, c'est d'être le choix sur le meilleur motelé. Explique. Détaille ce que tu es en train de dire. En fait, on analyse... chaque motelé, il y a un volume de recherche sur chaque motelé. Ok. Donc, l'objectif, c'est d'être Amazon Choice sur un motelé avec un gros volume de recherche. Et qu'est-ce qui définit que tu es Amazon Choice? Comment est-ce que Amazon Choice te donne son... Ça, c'est un algorithme. Ok, mais parce que la meilleure vente, le meilleur moins de retour, le meilleur, j'imagine, les meilleures reviews. C'est un peu tout ça. Ok. Donc toi, ton enjeu, parce que d'être le numéro 1 des ventes, c'est pas compliqué. Il suffit d'être le numéro 1 des ventes. C'est compliqué aussi. Oui, mais il faut... on sait ce qu'il faut faire. Il faut être le numéro 1 de ta catégorie, de ta sous-catégorie. Ok. Mais le choix d'Amazon, il y a plus d'inconnus. C'est un peu ingrat, non? C'est pareil? Ça marche d'à peu près la même façon. Ok, compris. Sur l'international, donc... alors, TVA, guichet unique, OSS, est-ce que tu as rencontré d'autres galères ou est-ce que tu as d'autres conseils à donner? Adaptation, traduction, vidéo, usage, tu vois, est-ce que les acheteurs ont d'autres recommandations? SAV, bon, le SAV, tu le gères pas parce que c'est FBA. Oui. Est-ce que tu as d'autres conseils ou est-ce qu'on a fait le tour? Je pense qu'on a fait le tour. Attention au surstock aussi avec Amazon. Donc, ça, c'est un problème qu'on a eu. On a livré beaucoup trop de produits parce qu'il y avait une demande très, très importante. Puis ensuite, la demande est tombée, on avait un surstock. Donc, on a une note qui s'appelle une note API. Donc, il faut faire attention surtout à... API comme API? Non, IPI. API. Ok. Qui veut dire quoi? C'est... Index Performance Indicator? Oui, c'est ça, exactement. Index Performance, Inventory Performance. Oui. Index. On n'était pas loin. Ouais, merci. Inventory Performance Index. Du coup, Amazon te donne une note IPI, API. Ouais. Et j'imagine qu'ils définissent leur futur, enfin, ça rentre dans l'algo, quoi. Exactement. Si les produits restent trop en stock, on a une mauvaise note. Ouais. Ils baissent la note. Il y a une note en dessous de laquelle il ne faut pas descendre? 400. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Avant, c'était 500, là, c'est 400. Ils limitent ce qu'on peut avoir en stock. D'accord. Donc, tu es limité dans ce que tu peux amener sur les entrepôts, donc forcément sur tes ventes en sell-out. Et donc, ça limite les ventes. Ouais. D'accord. Comment tu gères ton inventaire par pays? Si on disait tout à l'heure que tu es en FBA, t'envoies sur les plateformes, sur les fulfillment centers d'Amazon dans les pays, est-ce que c'est toi qui gères le stock par pays ou est-ce que Amazon a un stock centralisé et c'est toi et c'est eux qui dispatchent en fonction de la demande et des ventes? C'est eux qui dispatchent avec leur algorithme. En fait, nous, on livre un entrepôt en France et après, tout se mélange dans toute l'Union européenne. D'accord. Donc, on livre juste le UK et la France. D'accord, ok. Et après, c'est eux qui dispatchent partout. D'accord. On n'a pas la main dessus, on ne sait d'ailleurs pas où sont stockés les produits. D'accord, ok, super. Et ça a un coût en plus, cette partie des stocks, ou c'est compris dans tes frais? C'est compris dans les frais. D'accord. Alors, c'est en plus, il y a un frais de stockage. Ok, d'accord. On peut parler promo? Allez. Oui. Quels outils tu utilises? Quel levier? Quel retour? Quel budget par rapport à tes ventes? Aujourd'hui, il y a trois types de campagnes différents. Il y a ce qu'on appelle le sponsored product. Ensuite, il y a le sponsored brand et aussi le display. Donc, nous, ce qu'on fait principalement, c'est le sponsor product. C'est ce qu'on voit quand on tape une recherche. Donc, c'est basé sur des keywords. Donc,
Et ça, c'est le plus important. Enfin, quand on lance un produit, c'est 100% du budget. Et après, par la suite, en phase de run, c'est plutôt 70-80%. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de monter après organiquement sur ces mêmes mots-clés. Ok. Vous choisissez les mots-clés qui ont le plus de traction ? Tout à fait. Dès le début ? Oui. Quitte à ce que ce soit plus cher, mais parce que c'est les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Oui, c'est ça. Il y a une recherche à faire en amont. D'accord, ok. Tu dis 70-80%. 70 à 80% en phase de run. Au début, c'est 100% du budget pub. D'accord. Les 20-30% qui restent en phase de run, comment tu les dispatches entre les sponsored brand et display ? Et déjà, est-ce que tu peux clarifier ce qui est dans des displays ? C'est surtout display après. Display, donc ça va être les espaces qui vont être dans les listings des concurrents. D'accord. Donc en fait, on va targeter l'audience des concurrents et on peut mettre en avant le logo justement de la marque et ajouter aussi une vidéo. Ok. Quel type de ROI, de ROAS, Return on Average Spend, t'as sur du display par rapport à du product ou du brand en ordre de grandeur pour pouvoir comparer ? Vraiment, c'est compliqué. Ça dépend des catégories, ça dépend de plein de choses. Ok. En tout cas, vas-y, pardon. Après, le sponsor brand, lui, n'a pas vraiment un intérêt renta. C'est plus vraiment pour la notoriété de la marque. Ok. Et donc là, c'est vraiment c'est 5% une fois que la marque est lancée. C'est quelque chose que je ne recommande qu'aux marques. D'accord, ok. C'est plus pour de la visibilité, alors que le product va être vraiment pour du ROAS et le display ROAS aller piquer des ventes à ses concurrents, en fait. Un petit peu. Ok. Comment tu choisis quel concurrent tu vas targeter en display ? Non, ça c'est Amazon. Mais après, ça, on a quelqu'un qui gère le PPC chez nous. D'accord. Je connais pas le détail là. D'accord, ok. Sur le budget marketing, du coup, de com, de sponsored, ça représente en phase de run, en phase de build, puis en phase de run, combien ça représente à peu près de ta structure de coût, cette partie sponsored, du coup ? À peu près 10% aujourd'hui. En phase de lancement. D'accord, ok. Et après ? Et en phase de... Et après, ça baisse. D'accord, ok. Aujourd'hui, Amazon, c'est du coup le seul canal de distribution. J'imagine que c'est un canal qui est rentable pour toi. Oui. Comment du coup tu protèges cette renta sur Amazon ? Il y a la maîtrise du prix de vente, la maîtrise du budget sponsored. Et la maîtrise du coût d'achat aussi. Ouais. Donc renégocier surtout avec ses fabricants. D'accord, ok. D'où l'importance des grosses quantités dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Commander à 5000, c'est plus facile de négocier que quand tu commandes à 100. Et encore 5000, c'est pas beaucoup. Il y a des produits qu'on n'a pas pu lancer parce que on a des confrères qui commandent à coût de 100 ou 200 000. Avec des minimum order quantity qui étaient largement au-dessus, quoi. Non, les minimums sont 2000 ou 2000, mais on n'a pas les prix. D'accord. On n'est pas compétitif en passant des commandes de 5-10 000. Cool. Et je te propose de conclure cet épisode avec des questions un peu en vrac. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu adores avec Amazon ? Si tu as une feature ou une pratique où tu t'es dit ça, je peux le faire que sur Amazon et rien que pour ça, ça vaut la peine d'y être ? La scalabilité et le fulfillment. Okay. Donc, pouvoir lancer une marque dans toute l'Europe d'un coup et livrer le client le jour même ou le lendemain. Donc Pan-EU. Dans le Pan-EU ou au UK aussi. Ok. Et la dernière feature, ça s'appelle SIOC, c'est-à-dire Ship in Your Container. C'est quand on peut envoyer, en fait, Amazon va envoyer notre produit directement dans son packaging au client, donc sans avoir un emballage supplémentaire. Donc ça, c'est une nouvelle feature qu'on est en train de tester en ce moment. Ship in Your Container. Oui, c'est ça. SIOC. Donc ça t'évite de payer un surcoût d'emballage. C'est ça. En fait, ça évite à Amazon de rajouter un emballage en plus. Oui. Ship donc in own, pardon. C'est ça. Pas in your, in own container. In own container. Ok. Je réalise maintenant que j'ai reçu des produits comme ça. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas le carton habituel. Alors je me disais tant mieux. Mais du coup, le produit n'était lui-même pas protégé. Parce que je pense mais ils font des tests. Ok. Et justement, on est en train de tester tous nos produits en ce moment. Ok. Alors je ne vois plus sur la table. Mais non, ces produits-là, non, ils ne sont pas SIOC. Ok, mais du coup, il y a quand même une étiquette Amazon par-dessus ton produit. Oui, bien sûr, il y a une étiquette. Oui. Donc, il y a un blister, j'imagine, et l'étiquette de shipping d'Amazon qui vient se poser par-dessus. C'est ça. Donc, il faut repenser ton son packaging, ouais, pour qu'il soit compatible. Pour qu'il puisse pas être endommagé, surtout, par le transport. SIOC, Ship in Own Container. Ok, hyper intéressant. Mais tu dis qu'ils sont en phase de test. Oui.
Ok. Et comment on fait pour... toi, tu as été Ils nous sélectionné. l'ont proposé. Ils t'ont l'ont proposé. Ouais. Tu faisais partie aussi, à un moment, des 50 plus gros vendeurs. Enfin, tu as été dans une sorte de... Non, loin de là, non, pas du tout. Mais une sorte de programme. Enfin, tu étais dans Amazon 360. C'est ça. Ok. Selling Partner, ASP. Ils nous ont proposé un chargé de compte. C'est ça. Et ça, tu peux l'être. Alors, quand tu l'as été, il y avait qu'une cinquantaine de... Oui, maintenant, ils sont peut-être beaucoup plus. Je ne peux pas dire exactement. Voilà, c'est ça. Beaucoup plus maintenant. Tu sais à partir de quel niveau ils vous l'ont proposé normalement, il faut faire 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Pour être dans le programme d'avoir ton chargé de compte. Après, c'est pas sûr de l'avoir, mais okay. En tout cas, je le recommande fortement. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir Amazon améliorer? Je tourne la question. Plein de choses. Ah bah oui. Déjà, les retours, je trouve que Amazon protège trop les consommateurs. Il y a un peu trop d'abus sur les retours, ils acceptent au détriment de la marque. Au détriment de la marque, ouais. Je comprends pourquoi Amazon le fait. Ah, bien sûr. Voilà. Ok. Le support aussi. Quand on n'a pas le 360, c'est assez compliqué. On ouvre des cas, on n'a pas toujours des réponses tout de suite. C'est pas simple. Il y a beaucoup de bugs, par exemple. On a des bugs de catalogue avec les codes EAN, les variations, le brand registry. Donc c'est très compliqué. Et encore, tu as un interlocuteur direct. Oui. Donc ça va. Pour les marques qui l'ont pas. Pour les marques qui l'ont pas, c'est très 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 compliqué. Ouais. Ok, intéressant. Il faut être patient, mais ça vaut le coup. Et un autre point, je trouve qu'il n'y a pas assez de protection sur ce qu'on appelle les black hats. Black hats, ce sont des vendeurs qui vont aller vous mettre acheter votre produit et vous mettre une mauvaise note. Et ça, Amazon, je suis sûr qu'ils le savent. Mais ils font rien. Ouais. Et puis ils veulent ça, c'est très très énervant. Toutes les options aux clients. Comment est-ce que tu peux te bagarrer avec eux vu que tu es owner de la marque avec ton brand registry? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Des gens qui revendent votre marque et qui... Non, mais là, je parlais d'autre chose. Là, c'est quelqu'un qui va acheter notre produit et ensuite mettre une mauvaise note ou se plaindre aussi. D'accord, ok. Et ça, voilà. On attend quelques efforts là-dessus aussi. Ok. Igor, le fondateur de Native Union que j'ai reçu sur le panier, super épisode d'ailleurs, me parlait de ces experts Amazon, de ces hackers Amazon. Il me disait qu'il y a toute une communauté hyper active autour de Shenzhen et de Hong Kong, de black hat marketers d'Amazon. Oui, je sais. Non, je te pose la question, tu n'es pas obligé de me répondre. Vous avez utilisé des techniques un peu grises? Jamais. Okay. Non, mais jamais, c'est beaucoup trop dangereux. En fait, c'est risquer toute sa boîte. Par exemple, beaucoup de sellers dans le passé achetaient des reviews. Ça, c'est quelque chose que je déconseille absolument parce que oui, ça peut faire une économie sur le court terme, mais Amazon, au final, ils le savent. Et derrière, ils bloquent tout le compte. Et te priver du premier magasin au monde, c'est un peu idiot. Oui, c'est un peu bête. Surtout quand c'est ton... Non, ça, je déconseille de jouer à ça. Unique. Okay. Ouais, complètement. Alors, tu déconseilles ça. Est-ce que, à l'inverse, tu as 3 conseils pour finir un vendeur qui se lance? Ouais. S'entourer d'un spécialiste, déjà. Absolument. Sinon, c'est trop compliqué. Et ça se trouve. Tu en es la preuve. Toi, tu l'as trouvé sur Upwork. Moi, j'ai trouvé sur Upwork, mais après, il y a pas mal d'agences aussi qui... Non, ce que je veux dire, c'est que ça se trouve, Upwork, c'est une plateforme comme Malte, c'est une plateforme de freelancing, de mise en relation. Il est maintenant, tu l'as embauché, il est full time, mais ça se trouve. Donc, s'entourer d'un expert, ne pas partir. C'est dur. Voilà. C'est dur, sinon faire appel à une agence. Je pense que comprendre aussi ce que va faire l'expert pour pas être berné, c'est pas une mauvaise idée. Il y a un super programme d'Amazon dont le nom m'échappe, mais de formation. Mais voilà, en tout cas, se former pour être sûr que... L'accélérateur du numérique, non? Oui, l'accélérateur du numérique, merci. L'accélérateur du numérique avec plein de vidéos. Amazon et hors Amazon, mais c'est très bien fait. Se former en plus de se faire accompagner, c'est pas une mauvaise chose. Oui, absolument. De toute façon, comprendre de quoi on parle, c'est jamais une mauvaise chose. Ok. Deuxième conseil? Faire des recherches avant le lancement, ce dont on parlait tout à l'heure. Utiliser tous les outils mis à disposition. Et surtout être en FBA et dans le panier. Et pas rester limité qu'à la France, c'est vraiment dommage. Enfin, vous avez un marché énorme. Je parle pas des US ou je parle pas de l'Australie, mais au moins juste toute l'Europe. C'est pas compliqué. Super. Cool. Très bien. Alexandre, merci infiniment. C'était riche et adoré. Merci Laurent. Chères auditrices, chers auditeurs, vous retrouvez Alexandre Escara, ESCA2RA sur LinkedIn si vous avez des questions. Tu donnes des conseils? Tu conseilles des boîtes? Tu conseilles des startups? Non. Non, ben voilà, peut-être qu'il sera temps de commencer pour partager ton savoir. Et si vous voulez voir en vrai, allez sur Amazon. Vous tapez
Home Protect, du coup en un mot, j'ai trouvé tout de suite, c'est ça. HOMEPROTEK ou FirstPaw, FIRSTPAW pour aller voir ce dont on vient de parler ce dont on parle depuis 1 heure. Alexandre, merci infiniment. Merci Laurent. Julia, sympa de t'avoir avec moi. Et chers auditrices, chers auditeurs, je vous dis à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.